7 mois après la mise aux arrêts de la bande à Akplogan, aucun dépaillant de ICC Service n'est remboursé. Aujourd'hui, personne ne nous dit le nombre de contrats recensés, le nombre de milliards que ça fait, les biens saisis, que ce soit véhiculés, les villas, le montant récupéré auprès de ces dirigeants ou bien dans leur compte et consorts. On est au courant de rien. Aujourd'hui, les interrogations sont autres. Est-ce que la population un jour enfin va entrer en possession de ces fonds? Mais je sais que vous n'enregistrez plus. Vous savez, nous sommes obligés de taire certaines choses pour apaiser la population. Sinon, si moi je dois aller maintenant et parler, mais il y aura des règlements de compte. Aucune des structures qui dit je peux payer, mais pourquoi il ne paye pas? Pourquoi il ne paye pas? L'équivoque élevé, les supposés escrocs ne jouent plus. Ils sont en prison, mais le gouvernement, lui, abat sa dernière carte sur la psychologie des populations. Un jeu de dupes. Et le Bénin est une mine, une véritable mine d'or. Près de 8 milliards dérobés dans le cadre du sommet de la Seine-Sade, environ 100 milliards pour ce que la presse internationale qualifie de Madoff béninois. On se retrouve à 182 milliards. Joli pactole et la population désormais mature n'a rien oublié. Tout ceci l'a entraîné dans une crise dont les effets sont actuels et la tourmenteront encore dans le futur. En clair, 2010 laisse la chimère et 2011 l'écrit déjà pour en faire le procès. L'interactualité pour boucler cette session d'information en Israël, Moshe Kassav vient d'être déclaré coupable du viol. Président de l'État hébreu jusqu'à sa démission en 2007, Moshe Kassav, par cette décision du tribunal, risque de passer ses 16 prochaines années derrière les barreaux. Et c'est la première d'une compilation d'informations que je vous invite à suivre. À la une ce 30 décembre, ce verdict en Israël. Après plus de 4 ans de procès, l'ex-président israélien Moshe Katsav vient d'être reconnu coupable de 2 viols, des actes commis sur une de ses subordonnées à l'époque où il était ministre du Tourisme dans les années 90. L'ex-président israélien risque un maximum de 16 ans de prison. La peine doit être prononcée ultérieurement. 3 des 5 personnes arrêtées hier au Danemark et en Suède ont comparu devant un tribunal. La police les soupçonne d'être des militants islamistes préparant un attentat contre le Quotidien qui avait publié des caricatures de Mahomet en 2005, une douzaine de dessins qui avaient choqué certains musulmans à travers le monde. Selon la police, ils comptaient s'introduire dans le bâtiment du journal à Copenhague et tuer autant de personnes que possible. Nous sommes à 2 doigts d'un génocide, il faut faire quelque chose. Les propos de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'ONU, désigné par Alassane Ouattara. Il a demandé à l'organisation d'empêcher le sang de couler dans le pays. À Abidjan, la situation est de plus en plus tendue. Les partisans de Laurent Gbagbo ont appelé hier à prendre d'assaut le quartier général de son rival Alassane Ouattara. Ouattara, considéré comme le président légitime sur la scène internationale, est toujours reclus dans un hôtel de la ville, protégé par les forces de l'ONU. C'était un des narcotrafiquants les plus recherchés de Colombie, Pedro Guerrero Castillo, alias El Cuchillo, le couteau en espagnol. Ancien paramilitaire, il a été tué ce week-end dans une opération de police. Le président colombien s'est félicité de la disparition, dit-il, de l'assassin des assassins. Selon Juan Manuel Santos, Cuchillo était responsable de près de 3000 morts. L'Est de l'Australie continue de lutter contre des inondations comme le pays n'en a pas vu depuis bien longtemps. Des pluies torrentielles la semaine dernière ont provoqué des inondations qui, selon le Premier ministre, risquent encore de s'aggraver. La montée des eaux a entraîné le déplacement de plusieurs milliers de personnes. Un dernier discours et puis s'en va. Lula, c'est fini. Et dire que c'était le nom de leur grand amour aux Brésiliens. Après 8 ans de pouvoir, il jouit d'une popularité record de 87%. La Constitution l'empêche de briguer un 3e mandat successif, mais ce n'est peut-être qu'un au revoir. La semaine dernière, il a pour la première fois évoqué une possible candidature en 2014. Voilà, c'est la fin des 13h de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer à chacun et à tous une excellente fête de fin d'année. Quant à moi, je vous retrouve, si tout va bien, l'année prochaine.
Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Sans nul doute, c'est avec une vive émotion que je présente cette dernière chronique internationale de l'armée de l'année 2010. J'ai réfléchi 1000 fois, mais je suis revenu à la même conclusion. Pour cette fin de parcours 2010, il faut jeter un regard sur cette année qui est en train de griner ces dernières heures. Je m'en tiens à 4 remarques. Primo, l'épée de Damoclès plane toujours sur l'économie mondiale avec un dollar faible et un euro instable. Secondo, les pays émergents ont vu leur influence s'accroître dans la nouvelle orientation de l'économie mondiale. Tertio, les objectifs du millénaire pour le développement ne seront pas au rendez-vous de 2015. Quarto, la réforme du système des Nations Unies a agité toutes les rencontres au sommet des États. Mon intime conviction, c'est que tant que les gouvernements et les milieux financiers des grandes nations du monde vont veiller, comme du lait sur le feu, à la régulation du système financier et économique mondial, la récession sera évitée. À moins qu'un autre cataclysme mondial vienne plomber tous les efforts actuels pour amener la croissance. Les pays émergents que sont la Chine, le Brésil, l'Inde, la Turquie, ou plus près de nous, l'Afrique du Sud ou encore la Tunisie, joueront un rôle majeur dans le changement d'orientation de l'économie mondiale. C'est fini l'époque où l'État n'était là que pour créer les conditions d'un libéralisme économique. À défaut d'être carrément gendarme, il devient un associé de taille dans l'exercice de l'activité économique. En ce qui concerne les pays en développement, il n'est pas possible de s'en sortir seul. Cette année 2010 l'a encore prouvé. Le seul moyen d'y parvenir, c'est d'initier ensemble des projets intégrateurs au sein de grands ensembles régionaux. L'Afrique n'a que cette voie, par exemple, pour cesser d'être le dindon de la farce lors des rencontres internationales. Les objectifs du millénaire pour le développement ne peuvent pas produire ce développement tant voulu. Ils ne peuvent servir qu'à nous maintenir dans une position d'éternel assisté, de telle sorte que nous ne serions utiles qu'à servir encore et toujours les autres. Ce n'est pas pour dire qu'on peut vivre en vase clos, mais il ne faut pas aller sur le marché international les mains vides et en rang dispersé. S'agissant de la réforme du système des Nations Unies, je suis convaincu qu'elle interviendra plus vite qu'on ne le pense. Ce ne sera qu'une question de survie de l'organisation mondiale. Pour que les Nations Unies ne meurent pas, des structures comme le Conseil de sécurité sont appelées à s'ouvrir aux puissances émergentes, ne serait-ce que pour sauver la face. Mais les plus faibles n'ont qu'à se tenir tranquilles, l'âge d'or n'est pas pour demain. Même si les Nations Unies se réforment, ce sera toujours, disons-le tout bonnement, à leurs dépens. Cela dit, restons optimistes pour l'avenir et surtout déjà pour 2011. Je saisis l'occasion de cette ultime chronique internationale de 2010 pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous. Que la sagesse de Dieu qui surpasse toute intelligence nous conduise à marcher dans la crainte de son nom. Nous nous verrons certainement, si Dieu le veut, en 2011, un cadeau pour tous. Les amis sont comme des étoiles. Vous ne les voyez pas toutes les nuits,